Je pense qu'il y a à apprendre à faire du coaching et puis à apprendre à être coach. Être coach, c'est bien, mais être un coach conscient de comment on coach, ça fait passer à un niveau supérieur. On a chaque étudiant un Sherpa qui nous est attribué, avec qui on a déjà notre propre programme de développement à nous. Mon Sherpa utilise une expression qui s'appelle se regarder voir. Et il y a beaucoup de ça, de quand je coach, je m'assois à côté de moi et je vais me regarder. Il m'a apporté cette dimension beaucoup plus méta de ma pratique qui m'a fait passer à un niveau clairement supérieur. Juste un regard ému parce que c'est une année qui était vraiment chargée. Et de par les gens que j'ai rencontrés et de par ce que j'ai vécu intérieurement, je savais qu'être coach allait m'impacter en tant qu'homme. J'avais pas conscience que c'est l'homme que je suis qui allait être le coach que je suis. On peut pas se dire, c'est pas j'ai un moi coach et j'ai un moi humain. Ce serait trop simple. Salut Cyril et merci mille fois d'avoir accepté mon invitation. Moi, je suis ravi de t'avoir dans cet épisode. En toute transparence, on est amis depuis plusieurs années et forcément, le fait de te recevoir aujourd'hui, alors qu'on vient de terminer cette première année de l'école des sommets du coaching, ça a une saveur particulière pour moi. Donc avant d'échanger autour de ton parcours, ce qui t'a amené dans l'école, comment tu l'as vécu et puis quelle était l'intention derrière le fait de te former au coaching pro. Moi, je serais heureux que tu nous en dises un petit peu plus sur ce qui t'amène, sur qui tu es. Et moi, j'aime bien proposer ces 3 questions pour te découvrir. Et les 3 questions, c'est qui es-tu? Qu'est-ce qui a le pouvoir d'amener de la joie chez toi? Et qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie? Salut Thomas. Ouais, déjà, je suis ravi d'être là. Et effectivement, on a un parcours d'amitié et lié au coaching qui est assez fort depuis quelques années maintenant. Donc, je suis très ému et très content d'être avec toi là aujourd'hui. Ça va être une belle heure là qui nous attend. Écoute, qui je suis? Du coup, je suis Cyril. Je suis papa de 2 petits-enfants, Noah et Sacha. Je suis marié avec Céline depuis qu'on a 17 ans. Je travaille dans la finance depuis une quinzaine d'années et j'ai surtout des passions qui m'animent autour de la nature, autour des sports, autour de l'endurance. Et évidemment, ce qui me met en joie, c'est très lié à tous ces éléments-là. Ce qui me met en joie vraiment, c'est ces instants où je suis seul en nature. C'est quelque chose qui est très puissant chez moi, d'être en montagne, au bord des lacs, tout autant que d'être dans des moments forts avec mes proches. Donc ça me met en joie. C'est essentiel pour moi de respecter cet équilibre entre ma solitude et tout ce que je peux partager avec mes proches et mes amis. Et voilà. Merci. Et justement, pour débuter, l'intention de cet épisode, c'est de pouvoir donner peut-être plus de clarté et de transparence aux personnes qui envisagent de se former au coaching professionnel. Depuis que j'ai lancé l'école, l'une des premières questions que l'on me pose, c'est « mais comment on fait en fait pour choisir une école, comment on sait que c'est fait pour nous, etc. » Avant d'aller dans le choix spécifique, moi je suis curieux de comment le coaching est rentré dans ta vie, comment c'est devenu quelque chose sur lequel tu as eu envie de dédier du temps, de te former, etc. Comment il est rentré dans ta vie? Il est entré progressivement. C'était pas une révélation un matin en me disant je vais devenir coach. J'ai eu la chance de faire un programme de coaching avec toi, du coup, il y a quelques années. C'était mon premier twist de coaching. Et à l'époque, j'étais très loin de m'imaginer un jour dans cette posture-là. Mais à la sortie de ce premier programme-là, il y a une petite graine qui s'est posée et qui m'a dit et si un jour, moi aussi, j'arrivais à être capable d'aider les autres comme ce que j'ai reçu là. Évidemment, il m'a fallu du temps pour maturer cette idée. Ça m'a pris quelques années, 2 ans quasiment. Et à partir de là, c'est ancré cette idée de moi aussi j'ai envie de faire ça, et une partie plus concrète qui doit se mettre en place. Et là, de commencer à faire des premiers groupes de travail, des premiers tests, de commencer à toucher à ce milieu-là, jusqu'au jour où il faut choisir une école et c'est le moment de passer ce cap supérieur. Mais moi, l'idée vraiment, c'est que c'est pas une révélation, c'est quelque chose que j'ai écouté de plus en plus jusqu'au jour où il était temps de passer le pas. Ouais, et je trouve ça cool que tu amènes ça. Il y a beaucoup de questions autour de comment on sait, tu vois. Puis il y a un truc, il y a un peu un fantasme autour de ça devient on-off, tu sais, le fait d'envisager le coaching. Moi, je serais curieux que tu nous en dises un peu plus sur cette notion de temporalité, tu vois. Comment toi, tu as vécu, combien de temps ça a pris concrètement, tu vois, et qu'est-ce qui s'est passé dans ces années avant d'aller concrètement dans une formation? Ouais, complètement. Je pense en plus que chaque parcours doit être très singulier. Là, c'est vraiment ce que moi j'ai pu ressentir. Mais à la sortie du coaching, en fait, la révélation que moi j'ai eue, c'est ce que m'a amené mon coach, c'est que tout était chez moi et que j'ai absolument pas eu l'impression, mon coach étant toi évidemment, mais j'ai pas eu cette impression de lui me donne un conseil. Et ça m'a beaucoup touché et c'était très challengeant dans mon monde à moi. Et donc le temps d'intégrer ça, en fait, qu'est-ce que ça donne d'aider quelqu'un sans donner de conseils?
Et en fait, c'est quelque chose que j'ai intégré petit à petit dans ma vie. J'ai commencé à lire sur le sujet. Ça m'a vraiment pris 3 ans. Et j'ai mis, je pense, après une bonne année entre les premières formations de pré-coaching, de toucher un petit peu ce que c'est que de coacher quelqu'un. La méthode de coaching pour moi était assez évidente, que ce serait celle que tu avais pratiquée avec moi. Et donc, ouais, ça m'a pris 3 ans à maturer, 1 an et demi pour voir si j'étais fait pour ça. C'est peut-être un peu fort, mais j'ai eu en fait un besoin de valider en fait à quel point je faisais ça pour les autres. Et ça, c'est la pratique qui m'a permis de le faire à travers ces ateliers. La première fois que je me suis posé et que j'ai coaché quelqu'un, je m'en souviens encore parfaitement, je vois que ça me donne le sourire d'ailleurs, de me dire est-ce que je fais ça pour me faire plaisir ou est-ce que je fais ça parce que j'ai vraiment envie d'aider l'autre. Et j'avais une envie d'être honnête avec moi-même à ce moment-là. Et je me suis dit que si c'était pour moi, il y avait sûrement d'autres moyens de me faire plaisir. Et quand j'ai senti que vraiment ça m'a dit, mais ça a été mon twist à moi, personnellement. Et comment tu as su que c'était l'intention d'être au service des autres comment ça s'est matérialisé que c'était ça? Pour le coup, c'est très somatique, c'est très dur à expliquer. Même là, quand je me replonge dans ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, qui saisit le corps, en fait, de voir ce que ressent la personne, ce qu'elle dégage, de comprendre aussi que nous, enfin, en tout cas moi, ce qui me faisait plaisir à ce moment-là, c'était de voir à quel point c'était aidant pour la personne, quand bien même c'était probablement très maladroit à ce moment-là, mais à quel point c'était aidant, et ça dégage une énergie, ça dégage quelque chose qui, moi, m'a touché vraiment personnellement très profondément, et où je me suis dit, là, en fait, je me suis oublié quasiment. C'est un peu l'image que ça me laissait. Là, je voyais que c'était aidant, je voyais à quel point c'était soulageant pour la personne, et je me suis dit, si j'arrive à faire ça, voilà. Et je sentais que c'est ça qui m'animait, et c'est vraiment ce qui m'a dit, OK, go, maintenant il est temps d'y aller. Ok. Et suite à ce go, il est temps d'y aller. Tu as évoqué la notion tout à l'heure de OK, comment ça devient concret. Comment ça s'est passé pour toi, cette concrétisation de ce ressenti, en fait? Il y a une peur, clairement, qui se déclenche à ce moment-là. Parce que quand on ressent le go, on se dit, bon, bah, maintenant, on veut y aller, mais comment je fais bien? C'est quelque chose aussi qui est assez fort chez moi, de bien faire les choses. L'envie que j'ai eue très vite, c'est de pratiquer. Il y a un peu cette idée de le coaching, c'est bien à lire, mais c'est mieux quand on le pratique. Et pour le coup, les premiers choix que j'ai faits, c'était dans cette dynamique. Et j'ai eu la chance avec toi, notamment, de trouver des groupes de travail qui me permettaient de faire ça. Je l'ai fait aussi sous d'autres formes avec mon travail ou des choses comme ça, de me dire commence à pratiquer, commence à toucher à ces choses-là. Et c'était vraiment pour moi d'ancrer un pré-socle, en fait. J'avais pas envie de rentrer dans une école en me disant je vais tout découvrir du coaching à ce moment-là. C'est une chose que d'être coaché, c'en est une autre que d'être coach. Et du coup, j'avais ce besoin dans cette année-là de commencer des groupes de pratique, de commencer à lire des livres qui s'orientent plus vers ça, là où j'étais dans un style de lecture peut-être un peu différent à l'époque. Et voilà, ça s'est mis en place comme ça. Et mon intention, c'était vraiment au moment où je vais déclencher, j'ai des bases pour me dire c'est plus simple. Merci d'amener ce volet de la pratique en amont de l'école. On parle beaucoup du fait que les écoles doivent, durant la formation, permettre la pratique, puis on en reparlera tout à l'heure. Moi, je trouve un peu que tu as un peu, t'as coché presque toutes les cases qui me paraissent pertinentes de coacher pour envisager un programme, une formation de coaching, qui est, j'ai pratiqué le fait d'être client, tu vois, de vraiment vivre l'expérience pour valider que c'est ça que j'aurais envie de faire vivre ensuite à des personnes que je pourrais accompagner, et ensuite concrètement de passer d'un truc de moi je l'ai vécu pour moi, c'était incroyable, mais est-ce que quand je fais vivre ça, tu vois, c'est joyeux pour moi, je sens que c'est juste, cohérent, Exactement. aligné. Donc ouais, cette notion de pratique en amont, elle me paraît vraiment clé. Donc merci de le souligner. Et ok, donc tu te fais coacher, tu coaches, tu valides que c'est bon pour toi. Et là, pour moi, on rentre dans le labyrinthe des formations du coaching. Évidemment, on avait un contexte particulier par ce qu'on essaie, mais comment toi, tu as envisagé quand même la notion de « Ok, maintenant, il faut choisir une école ». Ouais, complètement. C'est vrai que notre parcours est lié au coaching, mais à partir du moment où moi, je me décide de faire cette école, toi, tu n'as pas encore décidé de créer la tienne. Et du coup, pour moi, c'est clair aussi que c'est peut-être le moment que nos chemins se séparent un peu. À ce moment-là, je me revois passer des soirées à poncer Internet pour trouver les écoles, commencer à comparer qui fait quoi, les prix, etc. Et assez rapidement, j'ai une école qui m'appelle à moi, mais qui n'est pas en France. C'est une école qui est dans 3 pays différents, Canada, Afrique du Sud et Londres. J'ai la chance d'être fluide en anglais, donc mon choix se dirige vers Londres. Et pour le coup, ce qui m'intéressait vraiment, c'était les 3 dimensions du coaching. C'est une approche du coaching sur laquelle je pense qu'on est assez aligné, qui est que on veut coacher un individu. Et ça, pour moi, c'était très clair que c'était ça que je voulais faire.
Donc un coaching qui était vraiment centré sur l'individu. Je cherchais une forme de pratique, évidemment, comme tu l'as dit. Et voilà, mon choix, il s'était destiné sur ça. Et petit coup de pouce de la vie, je me souviens que mon dossier était prêt, tout était prêt à partir au UK. Et tu me dis, attends, en fait, je vais peut-être lancer l'école. Et pour le coup, j'ai retrouvé tout ça dans cette école-là. Peut-être même plus poussé sur certains aspects, je pense qu'on va y revenir après. Mais voilà, pour moi, c'était central de respecter une méthode liée sur l'individu, une méthode qui allait me donner de la pratique. Et j'avais pas cette contrainte de la langue, en tout cas, mais c'était pour moi les 2 points clés. Et Internet m'a beaucoup aidé. Et je pense que notre relation après a fini aussi d'aller chercher les petits détails qui manquaient pour choisir les sommets du coaching. Ok. Et si tu devais résumer, au-delà des sommets du coaching, comme tu l'as dit, c'est quoi pour toi les critères qui étaient fondamentaux, tu vois, sur lesquels tu n'étais pas prêt à Ouais, bien sûr. transiger dans le choix de ton école? Pratique, supervision. La supervision, j'y portais beaucoup d'attention. D'avoir accès à des coachs déjà sérieux, formés, reconnus, qui sont capables de me donner un feedback de pas seulement tu as appliqué la théorie, mais il y a cette complexité dans le coaching qui fait que pour moi, c'est évident dès le départ que je veux pas me contenter du petit morceau, en fait. J'avais pas juste envie qu'on me donne à manger, j'avais envie d'apprendre à être un coach, en fait, un vrai coach. Et donc, la supervision, la pratique, c'était vraiment ce sur quoi je mettais l'accent, ce qui élimine très vite beaucoup d'écoles, soyons honnêtes. Donc, il en restait assez peu après. C'est vraiment là-dessus que j'ai mis mon focus. Ce qui est apparu dans la tienne et que j'avais pas à côté et qui, pour le coup, m'a un peu bousculé, mais que je trouvais très bien, c'était la dimension entrepreneuriat. Je m'étais pas posé cette question, pour être honnête, avant. C'est vraiment toi qui as amené ça avec ton école. Et avec le recul, sans regret. Trop bien, on en reparlera justement d'ailleurs, parce que moi je serais curieux que tu nous parles aussi de quel projet ça a fait émerger, notamment entrepreneurial, au-delà de l'expertise du coaching en elle-même. Donc trop cool. On met ça de côté, on en reparle tout à l'heure. Et comment tu sais que, tu vois, qu'est-ce qui se passe pour toi qu'au moment où c'est bon, je vais y aller, tu vois? Quels sont les derniers aspects que tu checkes? Je suis curieux aussi là, notamment peut-être la dimension des proches, tu vois, que j'aimerais envisager avec toi. C'est pas neutre pour moi, pour évidemment l'étudiant, mais pour les personnes qui vont vivre au contact de cet étudiant pendant 1 an. Comment tu as appréhendé cette dimension-là au moment de t'inscrire? Ouais, ta question, elle a tout de suite animé la logistique qu'il y avait derrière. C'est vraiment le premier truc qui m'a titillé. J'ai 2 garçons qui sont sportifs. On passe beaucoup de temps aux entraînements, donc on a une vraie mécanique du quotidien et elle est complètement bousculée avec une école comme celle-ci qu'on vient de terminer. Il y a vraiment cet aspect d'être complètement aligné sur le fait qu'il y aura cette partie logistique à gérer quand je ne serai pas là et il y aura surtout tout l'invisible. Et je pense que c'est ça qu'il ne faut pas négliger parce que en fait, être coach, c'est bien, mais quand le PC est fermé et que le client a quitté la pièce, on n'est pas encore tout seul. Il y a beaucoup de choses qui se passent et intérieurement et liées à ça. Et donc, je pense que c'est primordial d'avoir cette discussion franche avec les proches, de dire ça va bousculer et notre organisation et en fait peut-être ma manière de penser, ma manière d'être. Et plus on est au clair là-dessus, mieux c'est. Et c'est là où je pense que le fait d'avoir vécu le coaching et d'avoir eu ces 3 années de transition, elles ont été peut-être plus simples dans mon cas avec Céline, parce qu'on savait à quoi s'attendre. Peut-être pas à quel point sur certaines choses, avec un peu de recul, mais en tout cas, on savait où on mettait les pieds. Et je pense que c'est primordial, comme tu dis, que les proches soient associés à ça, parce que ça me paraît inenvisageable de voir ça comme un chemin vraiment solitaire. Ouais, merci. J'aime beaucoup. Là, on a clôturé l'école hier, et puis on avait justement un moment de célébration avec les proches. Et puis je me rappelle avoir discuté avec Céline, ton épouse, et puis je lui partageais ça. Je lui disais que, en fait, pour moi, ce que tu viens d'écrire, c'est aussi ça, se former au coaching. Tu vois, être conscient des impacts que ça va avoir dans notre vie, que de poursuivre cette passion, cet élan, et d'être capable de se structurer autour de ça. Et pour moi, c'est quasiment aussi important de préparer ses proches que d'apprendre à poser des bonnes questions. En fait, ça fait partie du métier. En fait, que notre coaching, il s'intègre de manière alignée, juste pour nous et pour les gens qui nous côtoient. C'est aussi ça, pour moi, être coach et se former au coaching, quoi. Ouais, exactement. Et ça me laisse aussi cette idée que, en fait, être coach, en fait, c'est être soi et que dans un tel processus, on est autant impacté en tant qu'humain qu'en tant que coach, et que ça, il faut l'anticiper. On peut pas se dire, c'est pas j'ai un mois coach et j'ai un mois humain. Ce serait trop simple. Et donc, le fait que ça soit clair d'entrée et partagé, et c'est évidemment un process continu parce qu'une année, c'est très long en termes de développement. Donc, ouais, je te rejoins à 1000%. Trop bien. Et juste avant de plonger dans cette année d'école, moi, je suis curieux d'évoquer aussi avec toi
Bah, la formation, l'école, elle propose 5 semaines en présentiel, puis elle propose beaucoup d'heures de coaching, de pratique, etc. Comment cette dimension de la charge, tu as pu la dealer avec ton quotidien? Enfin, je veux dire, tu es salarié, un gros Hmm. poste, tu travailles beaucoup. Comment tu as agencé tout cela? Là, le mot qui me vient, c'est faut apprendre à renoncer, vraiment. Hmm. C'est une année où il faut être conscient des choix qu'on fait. En ce qui me concerne, évidemment, j'ai un travail sur plusieurs continents qui m'oblige déjà à une flexibilité au quotidien. Et il a fallu qu'on soit très au clair très vite avec Céline sur comment on va gérer les entraînements des enfants, quelle Hmm. plage je vais me libérer pour coacher, pour étudier. Ce qui m'a aussi coupé certains projets parce que je m'étais lancé dans des projets qu'il a fallu mettre de côté un certain temps. Et pour moi, c'est vraiment cette dimension de qu'est-ce que je veux vraiment. Et à partir de là, d'être capable d'épurer. C'est très pratico-pratique, ça fait pas forcément rêver, mais c'est Hmm. une journée, ça fait 24 heures. Et si je dois en passer 3 ou 4 autour du coaching chaque jour pendant un an, au-delà des 5 semaines qui, évidemment, en présentiel, ça s'organise presque plus facilement au final. Comment est-ce que je me libère ce temps-là? Comment est-ce que c'est OK pour ma femme, pour mes proches? Et c'est là où moi, j'ai fait ce choix de mes proches, mes enfants, il y a pas de deal avec ça. Et par contre, qu'est-ce que je vais devoir épurer à côté? Et ça me met face à mes responsabilités là-dessus. Mais oui, c'est quelque chose et c'est complètement faisable, mais ça implique de savoir renoncer à ce qui n'est pas essentiel à ce moment-là. Ok. Et je me permets spécifiquement sur le volet du taf. Ouais, bien sûr. Quelle conversation ou quel choix ça t'a amené à faire pour vivre ça au mieux? Moi, c'était une question de transparence avec mon responsable, Ok. principalement. Ouais. C'est vrai que le poste que j'ai beaucoup de liberté, j'ai beaucoup de responsabilités et de liberté face à ça. C'était clair pour moi qu'il fallait mettre face à mon responsable que, notamment dans la partie soirée, je travaille beaucoup avec les États-Unis, c'est un créneau sur lequel habituellement je suis beaucoup avec eux. Il y allait avoir un an où ça allait être plus compliqué d'être avec eux. Il va falloir qu'on trouve un système différent parce que mes soirées seraient dédiées au coaching et que voilà, il allait falloir trouver cette Hmm. mécanique. Donc pour moi, c'est vraiment une transparence de ma démarche, y compris du coup avec mes responsables et au travail avec les personnes que je manage, etc. Et puis voilà, d'être capable d'être très clair sur le fait que je ne transigerai pas là-dessus. Hmm. Donc ouais, un peu de transparence et de la fermeté en disant je sais que si je fais pas ça, j'y arriverai pas et donc désolé, mais ce sera comme ça. Hmm. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu amènes. Évidemment, c'est une posture très facile pour moi puisque je suis de l'autre côté. Hmm. Mais je vois beaucoup de personnes qui sont intéressées par les sommets du coaching et qui disent ouais, ça risque d'être compliqué quand même Hmm. niveau taf. Et évidemment que ça l'est. Tu vois, je suis pas là pour dire c'est parce que tu trouves pas les bonnes Hmm. solutions. Évidemment, ça l'est dans une vie remplie de faire de la place pour ça. Et j'aime beaucoup quand même que tu ramènes la question qui, moi, que je trouve vraiment puissante, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Hmm. Et il y a une partie de moi qui, j'espère que ce sera pas pris de manière trop jugeante, mais qui considère que si la logistique du taf est une raison qui fait que Hmm. ça va pas être possible, c'est que pour moi, il y a un truc qui est pas pleinement aligné et c'est complètement ok, tu vois, mais qui est pas pleinement aligné avec le fait que je vais m'engager dans cette démarche pleinement, en fait. Ouais, complètement. Et là, je te rejoins à 200% parce que je pense que ça va même bien au-delà du coaching. En fait, c'est une question qu'on pourrait étendre à beaucoup de domaines. Mais il y a cette idée que les Anglais disent beaucoup How bad do you want it? Et j'aime beaucoup cette idée de qu'est-ce que tu es prêt vraiment à faire pour avoir accès à ce qui te fait vraiment vibrer. Et pour être très concret par rapport à l'école, moi, je me souviens que les premières semaines, les premiers mois, euh, je me couchais vers 2h30, 3h du matin parce qu'en fait, ça m'animait tellement que j'avais 1 million d'idées en tête. C'est des discussions qu'on a eues avec ma femme très concrètes. Elle me dit, mais vraiment, tu vas faire ça pendant un an. Parce que je venais de finir de coacher, je prenais mes notes, je me regardais, je débriefais, ça me donnait envie de creuser des concepts. Et pour moi, c'était ma réponse à, c'est vraiment ça que je veux. Mhm. Si je ferme mon PC et que j'ai tout de suite envie de retourner à faire quelque chose de complètement inutile, c'est peut-être jugeant, mais en tout cas, quelque chose qui m'anime pas, alors que là, j'étais vraiment possédé par ce que je faisais. Et pour moi, la capacité à sentir ça un peu avant, c'est hyper important. Et la capacité à savoir que ça va impacter le quotidien, Mhm. y compris le sommeil dans mon cas, c'était acté. Voilà. C'était important. Mhm. Et entre nous, le but de l'école n'est pas de dormir 3 heures par nuit. C'est Exactement. ton fonctionnement, Et, etc. Il n'y a pas d'invitation à ça et derrière. c'était temporaire. C'est sûrement l'excitation du début Ouais, qui a bien fait sûr. ça. Après, ça c'est retombé. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même vraiment cette idée de à quel point je me mets vraiment pleinement dedans. Et moi, c'est probablement un de mes excès qui est pas lié qu'au coaching. Ça roule. Et on en arrive justement au moment où, ok, comme tu l'as dit, les planètes sont bien alignées. Moi, je décide de monter l'école au moment où tu choisis. Et donc, tu fais le choix de rejoindre Hmm. cette première promo des sommets du coaching. Avant de rentrer dans des questions plus spécifiques liées à ton année, moi, je serais curieux que tu nous partages ouais, la semaine de certif était hier.
Quel regard tu poses sur cette année? Hmm. Ouais, je pose un regard. Déjà, je sens que c'est un regard ému parce que c'est une année qui était vraiment chargée et de par les gens que j'ai rencontrés et de par ce que j'ai vécu intérieurement. Euh, le regard que je pose, c'est vraiment ça, c'est à quel point le coaching et le moi à l'intérieur, le moi humain, sont étroitement liés en fait. Et c'est vraiment ça que moi je vais garder de cette année. C'est, je savais qu'être coach allait m'impacter en tant qu'homme. J'avais pas conscience que c'est l'homme que je suis qui allait être le coach que je suis. Et en fait, d'intégrer ça au fur et à mesure de cette année, c'est vraiment ça moi qui m'a marqué. Hmm. Et c'est quoi les moments les plus marquants pour toi de ton année? Ah, là, j'ai aucun doute, là j'en souris, mais c'est le premier client mystère, clairement. On coach des clients pendant l'année, donc le premier client, c'est forcément toujours un petit peu à- stressant, si je peux dire, mais c'est dans son bureau, c'est avec son ordinateur, on est tout seul. C'est des gens qu'on a déjà réussi à convaincre. Par contre, le premier client mystère, je me souviens de la configuration, on est avec les copains de la promo, on a un jury, on se regarde entre nous, on ouvre le PC et là, il y a un client qui débarque, je sais pas qui c'est, je dois le coacher, je sais pas pourquoi il est là, je sais pas s'il va accrocher avec moi. Et ça a été très impactant parce que il y a tout à ce moment-là, il y a nos peurs, il y a le stress, il y a plein de choses qui se révèlent. Et dans mon cas, il y a aussi à quel point, en fait, j'étais finalement à l'aise avec ça et à quel point c'est aussi comme ça que je ressens que c'est vraiment ça que je voulais faire. Donc, de loin, pour moi, à ce moment-là, si je mets la certification à part qu'il a émotionnellement et en termes d'aboutissement, et aussi évidemment quelque chose de très fort. Hmm. Ouais, je trouve ça beau que. Enfin, moi, ça me touche que tu t'amènes cet élément-là du client mystère comme un des éléments, ou peut-être l'élément qui t'a le plus marqué de ton année. Euh, Moi, ça a été aussi l'apprentissage après cette première promo avec vous, que effectivement, on met beaucoup d'énergie et je vois beaucoup d'écoles qui mettent beaucoup d'emphase sur tous les modèles que Mm. l'on voit, toutes les théories, tous les concepts. Ils mettent en avant le nombre d'heures de formation en ligne, etc. Évidemment que c'est un métier et que ça se prend, tu vois. Il n'y Mm. a pas de sujet. On ne peut pas transiger sur ces aspects-là. Et ce qui fait la vraie différence quand même, c'est comme tu dis, je m'installe sur une chaise, j'ouvre l'ordi où il y a quelqu'un qui rentre et c'est un humain qu'il faut que j'aide, quoi, tu Mm. vois. Et moi, ça me touche beaucoup que ce soit ça que tu retiennes parce que pour moi, c'est ça qui fait la vraie diff, tu Mm. vois. C'est le fait de coacher, coacher, coacher et encore coacher. Et dans des contextes pas faciles, je vois la plupart des écoles, elles incitent à coacher entre soi. Mm. On coach des étudiants et c'est parfait pour démarrer. Évidemment, il y a un cadre sécurisant, il y a un référentiel commun. Évidemment que c'est nécessaire. Et quand même, pour moi, il y a un truc autour de bah, la vraie vie, c'est pas ça. Tu vois, c'est un client qui connaît pas tes méthodes, qui connaît pas ta théorie et qui s'en fout, en fait, parce que c'est pas ça qu'il veut. Il a juste un enjeu sur lequel il a besoin d'être aidé. Et donc, ouais, il y a vraiment un truc, on a eu beaucoup cette expression tout au long de l'année de devenir des Les 4-4, 4-4. ouais, des 4-4 du coaching. Et moi, c'est ça que je crois, quoi. Mm. C'est là, une formation, elle doit t'amener dans le fait que je m'assois sur une chaise, j'ai confiance dans ma capacité à prendre n'importe quel humain et à l'aider, quoi, tu vois. Mm. Donc, merci de souligner cet aspect-là, quoi. Ouais, pour le coup, j'utilise beaucoup une métaphore là-dessus, moi, qui est que euh, tu peux lire tous les livres de natation que tu veux, tant que tu n'as pas plongé dans une piscine, ça sert à rien. Et pour moi, le coaching, c'est ça, c'est que tu peux lire les 500 livres de développement personnel qui t'intéressent, tant que tu n'as pas eu un client mystère et tu sais pas ce qui t'amène, ils te serviront à rien. Et donc, je suis convaincu que c'est vraiment la clé. Et s'il y avait un critère à prendre en compte dans une école, pour moi, c'est indéniablement celui-là. À quel point je vais être confronté à ce que j'aurai quand la formation sera finie. Et effectivement, là, on en parle, c'est cool. La certif est passée, t'es coach, c'est super. Et moi, je me rappelle quand même de. Moi, j'étais de l'autre côté au moment où je vous ai annoncé ça, parce que vous le saviez pas. Bien sûr. Je me rappelle aussi de ce que ça a généré pour vous. Donc, je serais curieux que tu nous partages aussi. Pour moi, il y a une notion autour de l'inconfort, où bah, j'ai mis de l'énergie durant cette année à mettre le curseur à la limite de ce que je trouvais soutenant pour vous. Et c'est clair que ça vous a stretché un peu. Donc, je suis curieux. On a beaucoup parlé de cette polarité pendant l'année entre soutien et challenge. C'est quoi ton regard sur ça, toi? Non, complètement. Et pour être honnête, jusqu'à la certification, quand bien même on a beaucoup d'heures de coaching là derrière nous au moment où elle se présente, évidemment, on se dit, là, on est dans un cadre particulier. Mais pour moi, l'inconfort, il était nécessaire, j'ai envie de dire, parce que en fait, il fait vraiment partie de ce que va être un coach. Et pour être plus précis là-dedans, dans les phases de coaching, quand on a un client en face de nous, il y a évidemment des choses qui nous mettent en inconfort par rapport à notre histoire personnelle, par rapport à nos croyances, par rapport à notre vécu. Et ça peut arriver aussi dans une situation de coaching. Et du coup, pour moi, cet inconfort-là, en fait, il entraîne aussi à ça, au final. Et donc, le fait d'avoir un client que je connais pas, ce qui est exactement ce qui va m'arriver quand un client réserve une heure de coaching avec moi,
ça va m'arriver peut-être à chaque séance où je vais coacher. J'ai besoin d'être préparé à ça. Moi, ça m'a beaucoup rassuré. Évidemment que c'est pas confortable. Mmh. Évidemment que il y a des pics de stress. Évidemment que on a les jambes qui tremblent dans les premiers coachings. Et pour autant, c'est ce qu'il y a de plus aidant. Et pour le coup, moi, c'est ce que je vais garder de l'école, c'est que là, je suis arrivé à un stade maintenant où j'ai appris à gérer ça Mmh. et où je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant dans n'importe quelle situation. Mmh. Bah, ça, je suis trop content. Ça me fait trop plaisir. Et ouais, il y a ça, on se l'est beaucoup redit. Pour moi, l'excellence, elle exige l'inconfort, en fait. Mmh. C'est compliqué de chercher à exceller dans une pratique sans vivre avec l'inconfort que cela exige. Euh, donc ouais, je pense qu'en tant que coach, dealer, pacifier son rapport à l'inconfort, voire même apprendre à aimer Mmh. ça, en le voyant comme un des critères qui nous rapproche de l'excellence, je pense que c'est une Mmh. compétence qui fait gagner des steps Mmh. complètement fous, en fait. Ouais. Et à tous les futurs coachs potentiels, à quel point l'inconfort devient une puissance quand on coach. Mm. Et ça, pour le coup, ça rejoint ce qu'on disait, il faut le vivre. Pour le comprendre, ça paraît abstrait comme ça, mais on peut tirer des très belles choses de notre propre inconfort. Mm. Plus simple à dire après un an que quand je t'ai rencontré. Ouais, c'est clair. Euh, un des aspects que je voudrais aussi explorer avec toi, c'est que moi j'ai pris beaucoup de temps et puis il y a une forme d'inconnu là-dedans sur la manière dont j'ai structuré l'école. Moi je serais curieux peut-être ça a été quoi les deux axes ça a été quoi les trucs les plus difficiles pendant Hmm. ton année et aussi peut-être ce qui t'a le plus soutenu ou ce que tu as le plus apprécié dans ton parcours dans les sommets. Hmm. Le plus difficile, moi, j'ai en tête une partie de l'année qui est la partie où, après les premières séances de coaching, on doit remettre nos plans de coaching. Donc, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec toi pendant une expédition. Et on se retrouve avec, pour ma part, plus de clients que le minimum, mais avec tous les plans de coaching à remettre à un Hmm. moment donné. Et là, je me souviens que c'était peut-être le pic de à quel point tu voulais vraiment ça. On en parlait tout à l'heure, mais à quel point là, ton agenda, il te dit là, tu vas devoir passer 35 heures en 2 semaines, parce que ça prend du temps les premiers, pour délivrer tes 6 plans dans les temps. Donc c'est vraiment pour moi le pic d'activité et c'était le plus difficile, pas forcément en termes d'inconfort là, mais vraiment en termes de delivery quoi. Hmm. Donc ça c'est très présent pour moi. Et ce qui a été le plus soutenant, alors là c'est sans aucun doute possible, d'avoir des Sherpas avec nous, donc ce que tu as appelé les Sherpas dans le cadre de l'école, qui Tu peux sont peut-être nous en dire un peu plus sur ouais, bien sûr. Nos coachs superviseurs, donc on a chaque étudiant un Sherpa qui nous est attribué, avec qui on a déjà notre propre programme de développement à nous. Donc on est aussi coaché pendant l'année, ce qui pour moi est indispensable. Euh, et c'est aussi nos superviseurs de nos propres séances de coaching, donc on peut leur envoyer nos séances, on débriefe de ça, on a un retour qui est très pointu sur la pratique, sur la posture, sur nos choix de coach. Et ça, c'est extrêmement utile parce que être coach, c'est bien, mais être un coach conscient de comment on coach, ça fait passer à un niveau supérieur. Et Hmm. pour moi, ces Sherpas-là, en tout cas le mien, et j'en profite pour le remercier aussi dans ce podcast, il m'a apporté cette dimension beaucoup plus méta de ma pratique qui m'a fait passer à un niveau clairement supérieur. Hmm. Ouais, moi aussi je le remercie au passage. Et, euh, et ouais, pour moi c'est fondamental je pense qu'il y a à apprendre à faire du coaching Mm. et puis à apprendre à être coach. Et c'est clair que avoir l'intention d'être quelqu'un qui va soutenir le développement d'un autre individu, ça vient aussi questionner des propres, enfin ça vient amener des questions sur qui nous sommes nous. Ça vient questionner notre rapport au conseil, au soutien, au silence, au deuil. Mm. Enfin, il y a beaucoup d'aspects. Et donc pour nous, on avait vraiment à cœur dans l'école de vous offrir un contexte dans lequel vous aviez la possibilité de venir déposer ces aspects-là et de pouvoir être soutenu face à ces questionnements. Et ouais, je pense Mm. que ça a été vraiment, enfin après un an là, je vois, moi c'est ouf, au-delà de votre pratique de coaching, c'est ouf de voir aussi les transformations Mm. individuelles en un an là. Enfin, c'était... Et pour le coup, si on peut rendre ça concret avec Tremor, mon Sherpa, je me souviens parfaitement d'un des tout premiers feedbacks, c'est le deuxième que je lui demande. Et en fait, il me pointe quelque chose qui me paraît un autre monde à ce moment-là, qui est que ma cliente m'amène un enjeu et qu'en fait, elle est en train de le vivre pendant que je la coach. Et je me souviens que quand il m'a fait le debrief, pour moi, c'est quelque chose d'inaccessible. J'étais complètement passé à côté. Évidemment, on a cette discussion et c'est le genre de schéma qui se reproduit et ça permet de mettre cette méta de peut-être qu'il se reproduit pour elle, peut-être que c'est un schéma à moi aussi qui est en train de se jouer là maintenant. Et de comprendre ça. La deuxième séance, on est au mois de janvier-février, donc on est encore très loin de la certification. Je laisse imaginer du coup ce que ça apporte après que de travailler les 8 mois qui restent avec cette capacité-là. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui évidemment est difficilement quantifiable, mais qui a une valeur immense. Ouais, et je pense même que ça devrait planter une graine, enfin en tout cas on en a déjà parlé, donc je sais que c'est le cas, mais moi j'ai envie que ça vous invite
à faire que ça devienne un pan de votre pratique en fait. Moi, je trouve même, enfin, j'ai pas la prétention d'avoir craqué le game, loin de là, mais aujourd'hui encore, avoir du feedback sur mes conversations, ça constitue un des éléments qui fait jumper ma pratique significativement. Ouais. Et c'est un message de l'école qui est clair. Vous êtes supervisé dès day one, en fait. Donc, je pense que ça véhicule ce message aussi. Et je parle pour moi, mais aussi un peu au nom de la promo et de tout ce qu'on a pu échanger. Ça nous paraît à tous impensable, à aujourd'hui, de commencer cette pratique sans supervision, tant on voit qu'elle est essentielle pour poser ce regard-là. Un autre aspect que je voulais évoquer avec toi, qui va peut-être être moins technique, mais plus émotionnel. Moi, j'avais à cœur aussi dans cette école de pas seulement créer un cadre d'apprentissage, mais aussi de créer vraiment une dynamique de groupe forte. On a fait des choix forts qui sont vraiment très exigeants. C'est-à-dire que nous, pour s'inscrire au sommet du coaching, il faut accepter de passer une semaine dans un chalet, de vivre ensemble, etc. Bon, moi, forcément, je suis encore porté par cette dernière semaine et à quel point c'était émotionnellement très, très fort. Mais je serais curieux de ton regard là-dessus sur la dimension du groupe et du cadre dans le cadre de l'année. Je pense que le cadre, il fait pour beaucoup. Et je vais réutiliser des mots que j'ai utilisés en fin de clôture de cette semaine, qui sont je souhaite à tout le monde de vivre ce qu'on a vécu là pendant cette dernière semaine, une fois dans sa vie, et peu importe la façon dont il le vivra. C'est très intense et ce côté chalet, en fait, il enlève un côté scolaire dans le coaching. Avec le recul, j'aurais détesté que tu nous enseignes ça dans une grande salle, dans un hôtel ou assis derrière un bureau. Là, on était dans un chalet qui était très cocoon et qui, presque par l'endroit où il est, en pleine nature, au calme, entre nous, invite déjà à une forme d'introspection juste par là où on est. Et on se rend compte qu'en fait, que cette forme d'introspection, elle crée indirectement un lien avec l'autre. Et donc là, on sait qu'on est 9 individus sur un chemin qui est périlleux, qui est long. On est très solidaires de ça. Et pour moi, le cadre, il a été au service de ça. Donc c'était très précieux. Et évidemment, le lien qu'on crée, le lien de promo avec toutes nos difficultés, nos réussites, nos partages, nos pleurs, tout ce qui a animé cette année. Évidemment que ça amène une dimension humaine et je sens là que je suis encore même ému d'y repenser parce que, encore une fois, il faut le vivre. Il faut vivre ce lien-là pour comprendre à quel point il est intense et vrai dans cette année. Et même moi, avec mon regard, tu vois, de formateur, j'estime qu'il y a beaucoup de vos progrès qui sont liés à ça, tu vois. Juste de la qualité de soutien que vous avez pu vous offrir, la qualité du lien. Je vous voyais développer des compétences de coach entre vous, en fait, sans qu'il y ait une intervention de moi. Et je trouvais ça génial, en fait, à quel point le groupe est un élément de progrès, tu vois. Bon, vous étiez une promo quand même assez stylée. On a décidé à jamais les premiers et qu'il n'y aurait jamais plus de promo comme la nôtre. Mais peut-être dans une volonté de rendre ça encore pratique, on a ces groupes de travail qu'on a appelés les buddies, des sous-groupes dans le groupe où moi j'ai je sais pas combien de centaines de messages sur mon WhatsApp où on se débriefait certains coachings, on se partageait ce qui était difficile dans nos développements ou pas. Il y a une vraie forme de soutien, on s'est coaché beaucoup entre nous, comme tu le disais tout à l'heure au début, il y a un aspect plus confortable à faire ça. Sur la fin aussi, certains qui doutaient sur la certification, on s'est proposé de se recoacher entre nous pour reprendre cette mécanique en plus. Donc il y a un esprit de groupe qui est indéniable et c'est beau de voir que c'est probablement un des métiers les plus solitaires qui puisse être, le coaching, quand tu es seul face à ton client, mais de voir tout ce que cette dimension-là, elle peut t'apporter justement et en quoi ça peut aussi faire exceller ta pratique différemment. Et donc, aujourd'hui, au sortir de cette année, comment tu te considères en tant que coach professionnel? Quel que ça évoque pour toi? Il y a une part de moi qui a du mal à y croire encore. C'est vraiment très frais. Ça date d'hier, la cérémonie. Je me vois comme un coach. Je me suis jamais vraiment considéré comme un coach étudiant. Ça peut peut-être paraître prétentieux dit comme ça, mais quand je me suis assis pour mon premier client, je me suis dit, en fait, je suis coach. Et pour moi, il y avait quelque chose c'est moi. J'ai quelque chose en moi qui fait que je suis un coach, évidemment maladroit, pas outillé pour être un très bon coach, mais je suis coach. Et là, en fait, quand j'arrive à la fin, il y a aussi ce même pendant qui va dire, en fait, je suis toujours coach. Ok, j'ai plus d'outils, ok, j'ai réussi l'assertif, mais pour moi, il y a toujours cet élan de garder la curiosité, l'humilité, comme j'étais il y a un an, en fait. Simplement, je le fais un peu mieux que quand j'ai commencé. Beaucoup mieux, j'espère, même, pour être honnête. Mais pour moi, il y a une dimension c'est plus intérieur, c'est moins quantifiable. Par contre, je suis coach aujourd'hui et c'est cool. C'est cool. C'est quoi les éléments
concrets sur lesquels tu t'es vu avoir progressé, tu vois, pour Mm. amener ton coaching à un autre niveau? Les compétences ou les qualités ou les aspects liés en toi qui ont Ouais, changé, qui bien amènent sûr. ton coaching différemment aujourd'hui? Ouais, il y a beaucoup d'éléments là-dessus. Le premier, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais qui est indéniable et ça encore, il faut la pratique pour le comprendre, c'est à quel point en fait il faut être challengeant et sans perdre sa douceur, sans perdre la volonté d'aider, mais ma capacité à bousculer. Au début, on est timide, il faut être honnête. En tout cas, je vais parler pour moi. J'étais timide au début et je me disais, je vais beaucoup laisser parler, je vais beaucoup. Ma capacité à, OK, là maintenant, c'est le moment de vraiment bousculer. Celle-ci, elle s'est affirmée énormément Hmm. et ça me rend beaucoup plus confiant. C'est vraiment l'élément qui me rend le plus confiant. Euh, le deuxième, ce serait ma capacité à me comprendre moi quand je coach. Mon Sherpa utilise une expression qui s'appelle se regarder voir. Et il y a beaucoup de ça, de quand je coach, je m'assois à côté de moi et je vais me regarder. Et ma capacité à discerner ce qui se passe en moi, mes schémas, ce qui peut m'activer ou pas, ça c'est très précieux et ça vient avec la pratique aussi. Et le troisième point que je mettrais, qui est plus technique, c'est à quel point quand on pose une question, il n'y a pas besoin de réponse et qu'on peut déjà avoir beaucoup d'éléments à la simple réaction du client. Et ça, c'est pareil, c'est l'œil qui s'entraîne, mais j'ai beaucoup progressé sur le non-verbal, sur tous les signaux qui peuvent être envoyés. Hmm. Et c'est ce qui fait aussi le, le set de compétences de coach que je peux utiliser maintenant quand... Trop bien. Ouais, moi, j'aurais envie de rebondir sur cette notion de se regarder voir là. Hmm, Euh, et c'est un truc qu'on aborde beaucoup dans l'école. Et moi, c'est ça que je trouve de juste génial en fait dans le coaching, c'est comment on amène qui on est hmm, dans le coaching au service de notre client, quoi. Et je vous ai dit tellement de fois, bah, si ça vous saoule ce qui est en train de se passer, dites-le. hmm, Pas avec l'intention de rabaisser votre client, mais probablement que si vous êtes saoulé, votre client, il trouve que c'est pas ouf non plus. Si ça vous stresse, dites-le, je suis stressé. Et il y a vraiment un truc en coaching, comment on s'autorise à mettre ce que l'on ressent, perçoit, hmm, au service de notre client, plutôt que de faire abstraction et de garder une facette de je suis un coach incroyable. Si je suis perdu, dites je suis perdu en fait. Tu vois. Puis votre hmm, client, il l'est probablement aussi. Donc, et ça, pour moi, la compétence que ça exige, tu l'as décrite, c'est la capacité, en même temps que je suis en train de coacher, d'être garant du cadre, de hmm, savoir où on en est, etc. D'avoir aussi la capacité de faire pause, prendre hmm, du recul et, OK, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe pour moi, etc. Et moi, je vous ai vu faire des jumps hmm. de incroyables sur cette compétence, donc je suis heureux que tu le vois. Et un que j'aurais envie de nommer, parce que je t'ai vu beaucoup bouger sur cet aspect, et que je trouve qui est aussi un fléau dans le coaching, c'est, je te voyais au début d'année euh, faire 8 minutes d'introduction avant chaque client, avant chaque question, pardon. Hmm. Le besoin Ouais, d'expliquer évidemment. que alors la connexion au cœur c'est important, donc là et puis après la question venait comment tu te sens. Et il y a un truc autour, je trouve que tu as vraiment progressé dans ta capacité à être plus concis, sharp, Hmm. laser, précis dans tes questions. Je suis curieux de quoi toi, comment tu as vécu ça. Ouais, ça me fait sourire parce que c'est un vrai biais que j'ai eu et on en a beaucoup discuté avec mon coach. Et là, je pense qu'après, c'est ce que moi j'ai vécu et je pense qu'on a tous nos patterns. Et là, pour le coup, moi, c'est à quel point mon histoire, mon job et la façon dont j'ai fonctionné a amené ça, en fait. Et c'est là où aussi on rejoint que le coach, bah, c'est aussi être soi. C'est que moi, j'ai un travail qui me demande de beaucoup justifier, Hmm. qui demande de beaucoup appuyer ce que je fais, pourquoi je le fais. Et bah, il faut apprendre à se détacher de ça. Là, c'est pas le même contexte, c'est quelque chose de différent. Et donc, oui, c'était un vrai challenge. Et je me souviens très bien que on a cette notion de pratique délibérée dans l'école que tu introduis assez vite et qui est absolument géniale. Aujourd'hui, je vais mettre mon focus sur un élément quand je vais coacher ou deux ou trois après en fonction de comment on se sent à l'aise. Et moi, je me souviens que si je reprends ma liste, tous mes premiers, c'était fais des questions courtes, fais des questions courtes, fais des questions courtes. Et c'était systématiquement ça. Et j'ai vraiment creusé ça jusqu'à arriver au niveau où j'en suis aujourd'hui. Mais ça m'a demandé un vrai effort parce que c'était un pattern qui était ancré et que bah, c'est comme tout, il faut ça arriver à se déshabituer. Hmm. Bravo. Et Et c'était pas simple. ouais, C'était pas confortable du tout. ouais, je me rappelle vous avoir mis pas mal de feedback. Je sais que Trem s'y est employé aussi. Bah ouais, et ça permet d'amener ça aussi de oui, c'est dur. Hmm. Puis alors, je vous l'ai dit plein de fois, je vais pas chercher à nuancer ça, tu Non, vois. c'est sûr. Et justement, je pense que sous couvert que il faut rassurer les Hmm. étudiants, que vous allez voir, vous allez y arriver, etc. Pour moi, ça conduit à des coachs moyens dans mon monde. Et donc, plein de fois, vous m'avez dit, ouais, mais Tom, c'est dur. Et ma réponse, c'était, bah ouais, en Hmm. fait. Bah ouais, exceller dans le coaching comme dans n'importe quel métier, in fine, Exactement. c'est dur. Et donc, se confronter à cette difficulté, c'est essentiel. Pas prendre Hmm. de raccourcis, pas transiger avec ça, quoi. C'est juste trop précieux. Donc, ouais, oui, c'est dur. Ouais, et ce qui est dur, c'est, en tout cas dans le coaching et le regard que moi j'y pose,
combien de dimensions il y a comme ça. Oui, il y a les questions courtes, mais oui, comment je m'écoute, oui, comment je le partage, oui, comment je fais attention au non-verbal, oui, comment je challenge. Et la liste de questions est très longue et c'est aussi ce qui fait que pour moi, oui, c'est inconfortable et oui, il faut être prêt à ça parce que c'est pas parce que l'école est finie que demain, mes questions, elles vont toutes être courtes systématiquement et que si je perds ce focus-là, si je perds ça, donc il y a cette capacité dans l'excellence déjà à l'ancrer et donc c'est pour ça qu'il y a une forme de continuité et que pour le coup, déjà le faire pendant 1 an avec cette supervision, ça permet aussi d'ancrer ça plus fort comme oui, être un coach excellent, c'est ça. Trop bien. Euh, Ok, on en arrive maintenant. Moi, au moment où j'aimerais que tu nous parles un peu de, bah ok, l'assertif est là, l'école est terminée. Comment tu te projettes maintenant dans la suite, dans ta pratique, mais aussi dans ton métier? Tu vois, quelle part cela va prendre? Comment tu souhaites structurer ça? Autour de quel axe tu aimerais accompagner? Mmh. Ouais, il y a une forme de continuité là-dedans, comme je dis, en tout cas dans comment moi je le ressens en tant que coach depuis le début. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, il y a un niveau d'après qui est que bah, maintenant, il va falloir aller continuer à chercher des clients, il va falloir structurer tout ça. Euh, le regard que je pose, c'est les arbitrages techniques que j'ai dû faire, en fait, ils sont en place. Donc maintenant, c'est comment je mets ça non plus au service de l'école ou de moi dans l'école, mais de moi et de mon business. Et pour le coup, le fait de terminer l'école sur la partie entrepreneuriat, c'est vraiment une super transition pour moi parce que là, j'ai le cerveau qui brûle d'idées. J'ai jamais été aussi créatif dans ma vie qu'en ce moment parce que justement, on a posé cette pierre-là à la fin. Donc là, pour moi, la prochaine étape, c'est de poser tout ça clairement, d'avoir ce message comme il faut et surtout de continuer à coacher. Il y a vraiment cette idée de pas interrompre, de pas se laisser de transition. Il y a pour moi une forme de gymnastique régulière dans le coaching comme dans le sport qui est indispensable. Et donc voilà, comment structurer ça et en faire maintenant cette activité pleine et entière qui est la raison pour laquelle j'avais rejoint cette école. Et justement là, petit exercice en live, on l'avait pas anticipé, mais je te stretch un peu. Yes. Si tu devais nous pitcher avec ta compréhension actuelle, tu vois, Ouais, évidemment bien sûr. que c'est un projet qui va s'étoffer, qui va Yeah. s'affiner, mais aujourd'hui, c'est quoi le truc qui te ferait vibrer, l'axe autour duquel tu aurais envie d'accompagner? Comment tu nous pitcherais ça? Ouais, pour le pitcher rapidement, moi, je vais repartir de ma conviction qui est que j'ai la conviction que chacun de nous peut faire de sa vie une aventure. Et l'aventure est quelque chose qui est très présent chez moi depuis très longtemps, que j'ai beaucoup nourri aussi avec l'école, justement. Et donc, l'idée, ça va être ça, en fait, c'est comment transmettre, comment montrer à mes clients que oui, chacun a le pouvoir de faire de sa vie une aventure. Je rêve d'un monde où chacun vibre de son quotidien. Et donc, mon offre, tout va se structurer autour de ça. Et voilà, et j'espère que ça va pouvoir animer cette flamme, ou en tout cas qu'on peut amener les gens à se poser la question de « et ça donne quoi si je m'écoute vraiment ? Et ça donne quoi si je décide vraiment de me mettre en action vers ce qui me fait rêver, vers ce qui me fait vibrer ?» Donc mon offre, elle va être structurée autour de ça et elle devrait ressembler à quelque chose très lié à l'aventure et intérieure et extérieure. Génial. Et je peux que encourager les gens qui nous écoutent et auprès de qui et pour qui ce que tu viens d'évoquer, ça résonne, bah, à te contacter. On mettra évidemment les liens en description de l'épisode. C'est avec grand plaisir, je les encourage à faire ça. Et moi, j'aimerais juste compléter avant de clôturer l'épisode sur cet aspect de l'entrepreneuriat que tu as évoqué. C'est pas standard. En fait, je vous ai un peu stretché là-dessus. Et puis c'est clair que ça amène à développer d'autres compétences que celles du sacro-saint coaching. Oui, il n'y a pas de questions puissantes. C'est vraiment une capacité à vivre de son activité. Et quel regard tu portes, toi, sur cette double casquette, en fait, de coach et entrepreneur? Ça me fait sourire parce que c'est probablement, pour moi, le module qui a été le plus difficile. Au-delà de toute la théorie, de toute la pratique où je me sentais très à l'aise, très naturel, la partie entrepreneuriale, elle est venue bousculer des croyances beaucoup plus fortes, j'ai l'impression, que le reste. Et avec le recul, on en a beaucoup rigolé au chalet quand on était dans la formation, mais coacher des chaises, ça sert à rien. Et il y a vraiment ça, je pense, qui s'est ancré de, oui, en fait, sans aller chercher des clients, sans avoir ce regard-là, bah, ça sert à rien d'être un bon coach. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut intégrer très vite. C'est que c'est très noble de penser aux questions puissantes. Ça l'est peut-être un peu moins de penser à son réseau LinkedIn et ces éléments-là. Et pour autant, sans le deuxième, on ne pourra jamais pratiquer vraiment. Donc, moi, le regard que je pose et que tu as très bien véhiculé dans l'école et pour le coup, qui, moi, était peut-être pas assez conscient en entrant dans l'école, il faut être clair aussi là-dessus, cette croyance que peut-être coacher suffira.
Avec le recul, peut-être pas. Et donc, ça pose cette croyance de oui, il faut être un entrepreneur. Et donc, là, moi, je suis dans le stade où maintenant, il faut réussir à poser tout ça, il faut réussir à le cadrer. J'ai la chance que l'école l'a amené, donc je suis au bout du processus, de cette première version du processus en tout cas. Et donc voilà, maintenant, c'est partie prenante du quotidien et c'est clairement les steps sur lesquels il faut que je termine très vite maintenant, une fois l'école terminée. Génial, super. Cyril, on arrive au bout Yes. de cet épisode et puis j'ai pour habitude de conclure avec 10 questions qui n'amènent pas forcément de justification très longue et de réponses très étoffées, juste quelques mots pour nous dire ça. Ok, la première c'est si tu pouvais poser une question puissante à qui tu veux, quelle serait cette question et à qui? Je poserais une question du style « Qu'est-ce qui te maintient vivant dans le silence ?» Et je serais tenté de la poser à tout le monde, déjà, de ce que je viens d'expliquer. Si je devais choisir une personne en particulier, je prendrais peut-être Kilian Jornet ou un aventurier qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Elliot Schoenfeld. Donc, si jamais il écoute le podcast, je serais hyper curieux d'entendre ça. Big up Elliot. Exactement, big up Elliot. Un plaisir coupable que tu assumes totalement. Les cannelboulas, c'est rouler au beurre de cannelle, des brioches au beurre de cannelle suédoise, devant la cheminée, sans aucun scrupule. Un livre, un film ou une œuvre qui t'a marqué dans ton chemin de coach? J'ai redécouvert le dessin animé Soul avec ce joueur de musique. Et le regard que j'y ai posé cette année m'a beaucoup appris. Le pire conseil que l'on t'ait jamais donné? De suivre une voie tracée. Sois bon à l'école, prends un CDI. Voilà. Ça m'a pris du temps de me libérer de ça. Ça fait partie de mon parcours et de qui je suis, mais le conseil de sois quelqu'un que tu n'es pas forcément. Un moment où tu as vraiment senti, là, ça y est, je suis coach. Le premier client mystère. Si tu avais une journée totalement libre pour toi, tu la passerais comment? La montagne, le lac, il me faudrait un canoë, un sac pour aller courir, de la solitude et un moment de partage très fort quand la journée est finie. La phrase que tu aimerais qu'un client dise de toi un jour? Merci de m'avoir permis d'oser réaliser mon rêve. C'est chouette. Un rêve ou un projet un peu fou que tu aimerais réaliser un jour? Il y en a deux. Le premier, c'est une aventure en autonomie complète au nord de la Suède, qui m'anime beaucoup et qui a été réveillée grâce à l'école. Elle est très présente. Et la Diagonale des Fous. Un souvenir d'enfance qui te fait sourire, rien qu'en y repensant? Mes colonies de vacances d'adolescents. Il y avait un air de ça aussi dans les moments festifs du chalet. Ça me fait sourire. Mais clairement, ouais, c'est colo entre 12 et 17 ans. Et enfin, être coach professionnel en un mot, ça veut dire quoi pour toi? Je peux en dire deux. Je dirais humilité et excellence. Cyril, merci beaucoup. On arrive au terme de cet épisode et avant de le conclure, j'aimerais juste te demander si tu avais une invitation à transmettre aux personnes qui nous écoutent et ou nous regardent, quelle serait-elle? L'invitation, ce serait ayez le courage d'écouter toutes les petites voix que vous mettez en sourdine dans votre quotidien parce qu'elles réservent généralement des pépites et ayez ce courage-là. Cyril, mille merci, pour ta participation. Thomas. Moi, je voudrais juste conclure en disant que moi, je suis touché aussi de t'avoir dans ce fauteuil au sortir de l'école. Ça me ramène à il y a plusieurs années, quand tu m'avais sollicité pour ce premier programme. Je me dis, quel chemin depuis, quand même, depuis ces conversations où le RER t'était insupportable, etc. Je me dis, quel chemin. Et puis, il y a aussi une sorte de boucle de je t'ai pris comme client. On a commencé une relation d'amis, puis il y a eu du client coaching, et puis là, aujourd'hui, de te savoir diplômé de l'école, ça fait beaucoup de sens pour moi. Et puis, je vois ce podcast un peu comme une manière de boucler ce cycle-là. Je te souhaite juste le meilleur pour la suite en étant convaincu que c'est ce qui va arriver. Mille merci, en tout cas, Cyril, pour l'épisode. Merci à toi, Thomas. Merci pour l'invitation, évidemment. Je suis très touché d'être là et de repenser à tout ce chemin-là. Et merci aussi de porter ce message maintenant pour l'avoir vécu de l'intérieur
il y a un côté noble, un côté un peu de coaching comme un art. Et tu en es un super représentant. Donc, je suis très fier de sortir de cette école que tu as su bâtir. Et j'ai aucun doute aussi que l'école sortira un sacré lot de coach d'excellence. Et c'est toujours aussi cool de devoir rayonner dans ce rôle-là. Donc, merci à toi. Mille merci Cyril, à très vite. Merci beaucoup.